Elisabeth, vous pouvez commencer. Merci. Très bien, merci. Good morning. Hello, my name is Elisabeth Waovi, and welcome to the WHO Africa media briefing, which is taking place in collaboration with the APO group. First, some housekeeping announcements. You can choose the language of your choice for the press conference by just looking at the bottom right of your screen. You will see a globe and you can select your language there. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Elisabeth Waovi. Je vous souhaite la bienvenue à ce point de presse de l'OMS Afrique qui se tient en collaboration avec le groupe APO. Quelques annonces d'intendance. Vous pouvez choisir la langue de votre choix en regardant en bas à droite de votre écran. Vous verrez un globe. Il vous suffit d'appuyer sur ce globe et de sélectionner la langue que vous voulez entendre pour cette conférence de presse. Joining us from Brazzaville is Dr. Matshidiso Moeti, WHO Regional Director for Africa. Good morning, Dr. Moeti. And I will now let Dr. Moeti introduce the other panelists. Dr. Moeti, you have the floor. Thank you very much. And greetings to the journalists joining this press conference and to everyone watching online. Today, we're looking at how to speed up vaccine rollout in Africa and tackle barriers such as low vaccine confidence. I'm very pleased to be joined by the Honorable Mr. Pierre Ndimba, the Minister of Health, Public Hygiene and Universal Health Coverage in Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue, Monsieur le Ministre. The Minister will provide insights on how his country significantly increased vaccine uptake and delivery. Ms. Lucian Foster, who is the Director of Health Partnerships at Facebook, is tuning in from San Francisco, and she will talk about how her organization is responding to COVID-19 disinformation. A huge thanks to you, Ms. Foster, for getting up so early in the morning to join us, and a very warm welcome. COVID-19 cases on the African continent will soon pass the 5 million mark, and this virus has already claimed 133,000 African lives. In the past 7 days, 88,000 cases were reported, an increase of 19% over the previous week. In the past 3 weeks, we've seen a sustained increase in cases, with some countries like the Democratic Republic of the Congo, Uganda, and Zambia clearly experiencing a resurgence, and a surge confirmed in South Africa. As Africa heads towards a sad milestone and a third wave looms, many African lives are at stake. However, with vaccine stocks and shipments drying up, the continent's vaccination coverage for the first dose remains stuck at around 2% and about 1% in sub-Saharan Africa, while some wealthy nations race past the 60% mark. There is a global push to fully vaccinate 10% of the population in every country by September, and to reach this goal, Africa needs an extra 225 million doses. This will really require a massive effort, as our early projections indicate that without a significant boost in the availability of vaccines, only 7 African countries will achieve this goal. However, the US President Biden's plan to purchase and donate 500 million Pfizer vaccines to 92 low and lower middle income countries and the African Union is a monumental step forward. This comes as we see other countries such as France also making tangible deliveries via COVAX. So the tide is starting to turn. We are now seeing wealthy nations begin to turn promises into action. The hope of a shared future world without COVID-19 is starting to shine a little bit more brightly. We know that vaccines break the link between cases and deaths, and we need deliveries today, not tomorrow. For many Africans, it's do or die on dose sharing. The MasterCard Foundation's announcement of $1.3 billion to support vaccinations and human capital development in collaboration
with the African Union and the Africa CDC is another welcome development. These are the kinds of partnerships needed to bring an end to the pandemic and to build back better. While an infusion of vaccine doses is a top requirement, African countries must also step up vaccination efforts. We need to ensure that the vaccines that we have are not wasted because every single dose is precious. Some countries are struggling with a range of challenges, from logistics to low confidence in the health benefits of vaccines among the population. By shifting strategies, countries such as Côte d'Ivoire have increased their vaccine uptake. WHO recommends expanding vaccination campaigns outside of major cities, increasing funding for delivery and improving staffing, as well as rolling out measures to improve vaccine confidence among communities. Last year, WHO, UNICEF, and the International Federation of the Red Cross launched the Risk Communication and Community Engagement Collective as a collaborative partnership using data-driven, community-led action. Analysis by the partnership suggests that vaccine confidence varies widely, from a low of 38% in Cameroon to a high of 86% in Guinea. Overall, West and Central African countries have the lowest vaccine confidence at around 60%. And to combat misinformation on vaccines, as WHO, we've worked with partners to set up the Africa Infodemic Response Alliance. We're on the ground building local capacity to counter dangerous myths and rumors. Since the beginning of the year, through the Viral Facts brand, we have produced more than 150 video and social media posts to debunk misinformation. These have been disseminated on almost 60 social media channels across the region and have had more than 100 million views. Facebook is a key partner in helping to ensure these messages are widely disseminated, as you will hear a little later. So I'd like to thank you once again for joining us today, and I look forward to our conversation. Thank you. Thank you very much, Dr. Moeti. I would like to turn to the Minister, Mr. Pierre Ngou Dimba. Monsieur le Ministre, est-ce que vous êtes en ligne ou est-ce qu'il y a des petits problèmes de connexion? Est-ce que le ministre, Monsieur le Ministre Pierre Ngou Dimba est en ligne? Bonjour, le micro est fermé. Bonjour, votre micro est fermé. Est-ce que vous pouvez ouvrir le micro? Est-ce que le ministre, Monsieur le ministre de la Côte d'Ivoire, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Nous voyons que quelqu'un essaye de parler, mais le micro est fermé. Est-ce que la Côte d'Ivoire a peut-être des problèmes de connexion? Nous allons revenir plus tard à Monsieur le ministre. Without too much further ado, I will give the floor to Ms. Foster. Ms. Foster, please, can you tell us about Facebook and how Facebook is fighting misinformation on COVID-19 vaccines? Ms. Foster. Of course. Hi, my name is Luchan Foster, and I'm the Director of Health Partnerships for Facebook. I just want to say thank you to this panel, as well as for the opportunity today to talk about the work we've done in partnership with so many global health organizations, including the WHO in Africa. Now, key to this work that I want to point out is that we've had a shared mutual goal of providing accurate information and amplifying campaigns and relevant messages across our platform. To date, we've connected more than 2 billion people globally with reliable information about the pandemic. And for example, we've worked with ministries of health in South Africa and Nigeria to set up a WhatsApp helpline to answer questions from the public and provide accurate information and resources. We've also developed resources like a COVID-19 information center on the platform that prominently features WHO content so people can get on-demand, accurate information in their language. The information center is prominent and is available in 189 countries and translated into over 70 languages. And that includes Swahili, Amharic, Portuguese, and Arabic. Now, this is also
includes we have to be quite vigilant about the information that's been shared on our platform. And since the pandemic has begun, we've also removed more than 18 million pieces of content on Facebook and Instagram for violating our COVID-19 and vaccine policies. And we've been able to partner with fact checkers around the world, including local fact checkers in Africa, such as PesaCheck, Africa Check, and Dubawa. Now, we know that our enforcement isn't perfect, and conversations about vaccines tend to be quite nuanced. So we're continuing to work with health experts like the WHO to make sure that our approach and our policies are in the right place. Now, while I'm impressed about the global scale we've been able to provide accurate information at, I'm personally excited about the impact we've been able to collectively make by amplifying the campaigns and messages of global health organizations in Africa, similar to what Dr. Moeti had just mentioned. Now, to date, we've worked with 38 country teams in Africa from 5 global health organizations, including CARE, GorillaFact, UNICEF, and many others, to amplify COVID preventive and vaccine confidence campaigns. To give you an example, WHO Africa's COVID-19 campaigns have reached more than 230 million people. And just recently, WHO, back in April, ran a hand washing campaign across Africa in English, French, and Portuguese that reached 38.5 million people. Now, more importantly, that campaign had a Facebook brand lift study attached to it that showed that 2.9% more people, that's 809,000 people, accurately answered hand washing knowledge questions after seeing the campaign versus those who did not. Now, these types of campaigns also extend to local health authorities across over 25 countries. And for example, we've also supported the Nigeria Center for Disease Control to enable them to run corona education virus campaigns on Facebook in Nigeria. Now, I believe we're starting to move into our next phase, which will be collectively building confidence in the COVID-19 vaccines, and that's reducing vaccine hesitancy. And we're going to have to do that by driving social norming and continuing to amplify trusted messaging partners. We're currently providing tools on our platform to promote easy ways to amplify people's confidence in the vaccines and their intent to get vaccinated. And we know from health educators that leveraging people you trust, like friends and family and community leaders, to set vaccination as a social norm can make an impact. We recently launched profile frames on Facebook and stickers on Instagram. And this way, people can express their support for vaccinations. And since launch, over 5 million people globally have used a profile frame. And the vaccine stickers on Instagram have been used over 7 million times. Again, this is just one example of social norming. And whilst driving social norming through the platform is an intuitive next step for Facebook, it needs to be continued to be supported by amplifying trusted messaging partners. And our research continues to show that the WHO and healthcare workers are an extremely important partner to amplify because it's been found to be the most trusted source for COVID-19 related information in sub-Saharan Africa. Now, so much of these learnings and findings and progress will be applicable as we eventually move beyond the pandemic. So I'm confident that we'll continue to leverage so much of what we've learned in partnership with health organizations and local health authorities, especially as we begin to tackle areas that have been exacerbated by COVID, like childhood immunization and mental health. So I just want to thank you again for the time today. And I really look forward to continuing to share how Facebook is partnering with global health organizations in Africa. Thank you very much, Ms. Foster. I think we can give the floor to the Honorable Minister. Monsieur Ngundimba, est-ce que vous êtes en ligne? Monsieur Ngundimba, Monsieur le ministre, ce micro est fermé. Si quelqu'un veut prendre la parole, il faut ouvrir le micro. Je vois que la Côte d'Ivoire a toujours des problèmes de connexion. Dans ce cas, I think Côte d'Ivoire is still trying to connect, but they are not able to connect. So, for the sake of time, let's move on to questions from the press. And good morning, ladies and gentlemen from the press.
I would like first to direct the question to Facebook. And the question is this. How can Facebook help boost vaccine confidence in the youth in Africa? Very simple, direct question. Because there are many anti-vaxxers on Facebook. What plans do you have to suspend or to delete such accounts to stop this spread of misinformation on Facebook? Ms. Foster. Of course. So those are two questions. I'll address the first question about boosting vaccine confidence in the youth of Africa. I think this is a great question, to be honest. You know, we believe working with partners who know how to build relevant for the youth audience in Africa is critical. I am not the right person. I am not youthful. and so I'm probably the wrong person to point to. But I think a great example we've seen is actually a campaign that's currently running in Nigeria by Girl Effect. And so what I see is our job is really to find the people who understand that audience and then amplify that content, which is something that we're doing right now. But I actually want to personally just point you back to the example of social norming. I think that's a great example of something that we can really employ more of. Social norming, especially with youth, of profile frames and stickers on Instagram. That way people can express their support for vaccinations. And I think it can be quite an effective tactic. Going on to the other question, which was about suspending and deleting accounts to spread misinformation. Now, as I mentioned earlier, we're quite vigilant about the information shared on our platform. I can't speak to the specifics of suspending or deleting accounts, but I can clarify our COVID-19 misinformation strategy, which is comprised of three primary pillars. The first is, as I mentioned before, promoting vaccine and authoritative content information. The second is removing harmful misinformation content. And the third is addressing borderline content that could lead to vaccine hesitancy through a variety of interventions. Thank you. Thank you very much. We will try again to get Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, vous pouvez prendre la parole. Monsieur le ministre, est-ce que Monsieur le ministre... Merci. Est-ce que vous m'entendez? Ah, Monsieur le ministre, nous sommes très heureux. Oui, je vous entends, nous vous entendons très bien et nous vous souhaitons la bienvenue à cette conférence de presse. Oui, c'était difficile tout à l'heure à partir d'un autre terminal. Oui. Saluer Madame la directrice régionale de l'OMS. D'accord, merci. Merci. Alors, Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez réussi à relever le taux de couverture vaccinale en Côte d'Ivoire? Okay. Écoutez, effectivement, nous avons été, comme la plupart des pays, ralentis au début donc, de la vaccination par des rumeurs sur les différents réseaux sociaux. Et donc, ce qui a fait que le démarrage donc, de la vaccination dans notre pays de mars jusqu'en avril, voire la fin d'avril, était un peu compliqué. Ce que nous avons fait, c'était donc de rencontrer l'ensemble des acteurs de la dynamique sociale, les religieux, les élus, les jeunes, les femmes, et nous avons donc déployé donc, les moyens de vaccination en plus des sites fixes pour aller vers donc, la proximité des populations. Nous avons élaboré un plan de communication qui a intensifié la sensibilisation, que ce soit donc à travers les médias, avec la télévision, les radios. Également, nous avons donc animé une plateforme donc, numérique qui donc, chaque jour faisait un peu le point de la vaccination dans chacune des régions donc, sanitaires. Et nous avons mis en contribution l'ensemble des membres du gouvernement, mais également donc, le Premier ministre et le Président qui étaient très impliqués. Donc, chaque jour, on faisait un peu le point dans chaque région sanitaire, chaque district sanitaire. Et les préfets, qui sont donc les représentants de l'administration, étaient classés en fonction de leur performance. Ce qui a permis donc rapidement de taire un peu les rumeurs et la peur des populations vis-à-vis du vaccin. Ce que nous sommes heureux de dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une adhésion massive à la vaccination en Côte d'Ivoire. La difficulté qu'on commence à voir, c'est que de plus en plus de personnes viennent sur nos stands
sur des sites fixes, mais également sur les sites avancés qu'on a fait à travers donc, les unités mobiles pour solliciter donc, la vaccination. Et nos craintes, c'est les craintes de rupture des vaccins qui vont donc, cette rupture peut décourager les populations. Nous avons également profité des événements importants, notamment lorsqu'il y a des événements sportifs, pour faire une sensibilisation ciblée à l'endroit des jeunes et des supporters des différentes équipes. Nous avons également ciblé les sociétés les plus importantes, les sociétés de transport, mais également donc, le port autonome qui emploie pas mal de personnes et également donc, les propriétaires donc, des débits de boissons, des bars, des restaurants qui ont envie donc qu'on rentre dans la normalité pour pouvoir bénéficier donc, des activités économiques qui leur fait vivre. Donc, également, ce sont des relais importants donc, au niveau de la société. Alors, ce que je peux dire, c'est que nous avons, au niveau de l'encadrement de la vaccination, mis l'accent sur l'organisation même que nous avons trouvé en place, notamment les directeurs régionaux de la santé et les directeurs départementaux, qui jouent un rôle clé dans l'encadrement de la vaccination, en plus donc, des services donc, de l'Institut national donc, de la santé publique, pour aller sensibiliser, donner des informations utiles et répondre aux préoccupations des populations. Voilà grosso modo ce que je peux dire. Aujourd'hui, donc, où je vous parle, on a donc, grâce à ce qu'on a pu obtenir donc, à partir de l'initiative COVAX, 554 000 doses ont été donc complètement administrées et nous avons pu avoir 175 000 doses de la part des amis autour de la Côte d'Ivoire. Et je pense que dans moins d'une semaine, on va épuiser ce stock. Donc, le défi qui est le nôtre, c'est de pouvoir assurer la continuité de la vaccination en ayant donc des vaccins, des annonces que nous avons à travers l'initiative COVAX nous amènent vers fin juillet, sinon début août. Mais on craint donc sur cette base-là qu'on puisse arriver à une rupture. Donc, notre souhait, ce serait donc de pouvoir aller sur le marché, avoir des vaccins pour combler le cas de vaccins en attendant que cette initiative aboutisse. Donc, la stratégie avancée avec les unités mobiles a été pour nous quelque chose je pourrais dire, de catalyseur parce que ça permet donc d'aller à proximité, même dans les marchés où les femmes donc, vendent aux abords des lycées et des universités, et ça a permis donc vraiment de rattraper un grand nombre de personnes à vacciner. Voilà ce que je voulais donc dire et dire merci pour cette opportunité qui nous permet donc d'échanger sur les bonnes pratiques dans les différents pays. Mais nous sommes également donc, intéressés pour voir comment dans nos pays frères les choses avancent et surtout comment ils vont faire pour non seulement assurer l'approvisionnement en vaccins, ce qui est vraiment un problème pour nous. Et puis, pourquoi pas donc amplifier davantage, puisque l'objectif que nous avons pour nous, c'est d'ici la fin de l'année, arriver au moins à 7 millions de vaccinés, surtout à Abidjan, où la pandémie est vraiment très intense. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Monsieur le Ministre. Merci pour ces mots très ambitieux sur ces initiatives et tous vos projets très ambitieux. Et effectivement, la sensibilisation est très importante. Ladies and gentlemen of the press, now that we have heard from all our panelists, it's your turn to ask questions. To do this, please use the question and answer function on the Zoom application. And please remember that you will need to provide the name and the news organization that you will present to have your question asked. So we also have with us some experts, WHO experts. We have Dr. Tierno Balde, Program Manager, Operational Partnerships, and we also have Dr. Fiona Atuebwe, Vaccines Introduction Officer. We have a question. The first question is to Dr. Moeti. Dr. Moeti, to a large extent, there has been a vaccine hesitancy among several communities across Africa. What could be some of the reasons, the possible reasons responsible for this, and how do you plan to deal with this vaccine hesitancy? There is a second follow-up question
which is that a very small percentage of Africans have been vaccinated. Several countries are experiencing procurement challenges. What are your projections for uptake by close of the year? And are we really going to make great strides in that matter? This question is from SCI Dev. So Dr. Moeti. Okay, thank you. Thank you very much. So first, the question about vaccine hesitancy in Africa, why and how it's being dealt with. I mean, just to go back to what has been the attitude of African people to vaccine for children before this pandemic, we were seeing relatively little vaccine hesitancy in Africa. Really, for the years that we've been working on poliomyelitis, we've managed to eradicate polio, wild polio virus from the continent, and we have seen vaccine hesitancy not be a big feature of vaccinating our children. So this is something that has emerged more and more as the COVID pandemic has taken hold. And there are several reasons. First, of course, there were many discussions about the development of the vaccines, if African people were going to be used as guinea pigs for developing vaccines to which they would not have access. And some people are hesitating because they see that these vaccines have been developed extraordinarily quickly. There have been concerns about some of the information that has emerged about adverse effects, meaning negative effects of the vaccines, although a lot of information data has indicated that really the severe adverse effects are very rare events. And then there have been doubts about the efficacy. Some people are concerned that with the emergence of variants, the vaccines won't really work. And then we know that there has been an active process of dissemination of false information, misinformation by groups that are basically against vaccines. So I think they have seen that there are openings in the current context of this pandemic, and some of this has also found traction. So, and though, you know, the way that information circulates so quickly today has meant that it's very easy, as our colleague from Facebook was indicating, it's very easy for false information to spread. So it's been a combination of factors, really. The programs, the approaches to supporting people to have the correct information, therefore, are extremely important. And what I can say is what has already somewhat been touched on as WHO. We have established with our partners an alliance to counteract misinformation. We are working with different organizations. We are very happy with our partnership with Facebook as well. That enables us to monitor and track on the social media, in other media, what it is that people are saying, sharing as information that is not true. And then it enables us then to know exactly how to provide the correct information. We have learned a lot about this, that we have to use different means. We have to use the social media, it's such a powerful tool. And we also have to use trusted informants. So the sort of people that others will listen to, because they are those that they have trusting relationships with, that they work with, that they worship with, who are their friends. And we are using very much those channels of getting out the correct information. And also, of course, there's a very important role of leaders, as the Minister of Cote d'Ivoire was saying. We have seen very much some of our political leaders come out and demonstrate to the population that they trust the vaccines, they are vaccinated, and they show themselves being vaccinated. So we need a combination of all of this, but really working to know what people are hearing, are believing, are fearing, and then finding ways to channel the information to them, including through the social media, is some of what we have been doing. Then the second question about the small percentage of people that have been vaccinated, and what are we seeing, what are we projecting by the close of the year? You know, we have estimated as WHO that an extra 225 million doses
will be needed to fully vaccinate 10% of the African continent's population by September, given that we've already had almost 50 million doses arrived, and around 780 million doses will be needed to fully vaccinate 30% of the population by the end of this year. And really, I think we know that at the moment, we have just less than 2% of the population in Africa vaccinated. So what is it that's needed to make this happen? We need very urgently sharing of vaccine doses through COVAX, through bilateral means. We think that COVAX is a very good platform for working consciously towards equity. And then there's also efforts to scale up manufacturing that are important as well in the medium term. And very much needed is also fully funding the mechanisms that have been put in place, the multilateral mechanisms, the ACT Accelerator, and also financing the efforts that the African Union with the Africa CDC leading is making to procure and deliver vaccines for populations. So with the current vaccine supply and rollout rates remaining constant, we are concerned that probably only 7 countries are likely to reach the 10% target by September. We're very encouraged by recent developments, and recent, I mean like yesterday or the day before, in terms of wealthier countries now coming forward to announce the intention and to start to take action, as I was saying in my introductory statements, to share vaccines immediately with African countries, and also the financing that's going to come from some partners like the MasterCard Foundation. We need more of this. So we hope that what President Biden announced is going to inspire other wealthier countries who already have supplies of vaccines available and who have already pre-purchased some vaccines that they are not likely to use. So either through donations or even through agreeing with the manufacturers on other players. And I'd like to say again, both COVAX and the AVAT mechanism of the African Union are busily searching for vaccines to procure every day. So we think it is these actions that are going to make sure that Africa has the opportunity to catch up. Thank you, Dr. Moeti. Ms. Foster, I cannot resist the temptation to ask you if you would like to add about this anti-vax movement, their strength and the vaccine hesitancy, if you would like to comment on that. Yes, I've mentioned it a few times, is that I think similar for vaccine hesitancy, we have to be vigilant about the information shared on our platform. I can't speak to specifics, but I think I can always clarify, and I think Dr. Moeti has done this as well, is within our misinformation strategy, it's really about promoting vaccine and authoritative information, along with removing harmful misinformation content. And I think that is so critical, of promoting it from trusted leaders and friends and family. The more we can do that and the more we can amplify those messages, we can actually debunk a lot of the misinformation. Thank you very much. I would like to now turn to Mike Mwaniki from Health Business. Mike, are you on the call? Is Mike on the call? Mike? We are listening to you. If not, okay, let me ask this question from Katharina Hoijer from Bloomberg News. And this question is to Dr. Atuebwe or Dr. Moeti, how the 100 million loan from the World Bank has helped WHO ramp up the vaccination. And if you can, give us some concrete examples about these initiatives that have been ramped up. Thank you. So, Dr. Moeti. Could you read the question again? I'm sorry, I didn't hear it properly. Sure. So the question is from Katharina Hoijer from the group Bloomberg News. And the question is that WHO has probably, the question is how the 100 million loan from the World Bank
has helped WHO ramp up the vaccination? And please give concrete examples. Okay, thank you very much. I'm not quite sure I'm aware of 100 million loan to WHO, or whether that's referring to financing for countries that the World Bank has made available so that they can then be able to finance both their procurement and their delivery of vaccines. I mean, certainly WHO, like other actors, has mobilized financing from a range of partners for our work that's related to COVID-19, starting from our participation in the partnerships to develop tools as part of the ACT Accelerator, the trials of vaccines, therapeutics, and diagnostics that WHO has been participating in the coordination of with different partners, and of course with researchers in countries, as well as the work that we have done to help countries to do all of that, what they've done in relation to the COVID-19 pandemic. So first the preparedness, then the planning, developing their own plans for the response, including in relation to procuring vaccines and delivering vaccines. So we have been involved at all stages of this work, including coordinating some of the work that we have done with partners, as WHO, for example, around the vaccine preparedness planning with countries. We have worked with UNICEF, other agencies. We have a regional group that play the role of reviewing the plans that the countries developed, advising countries how to have a plan that will enable them to effectively deliver the vaccines to people. We have sent many experts to countries to work directly with ministries of health and with other partners in order to advance this work. And then just financing for the countries themselves. The World Bank has offered financing, which I know that countries are taking up now in order for them to be able to contribute financially to procuring their vaccines, and very importantly, to be able to run the vaccine delivery operations, because this includes improving their cold chain, their storage capacity, mobilizing the people and being able to pay the people that are going to deliver the vaccines, improving their logistics to move the vaccines from one place to the next, and doing everything that you need to do, including what we're talking about now, which is communicating with the public, making sure that we send out information, or information is sent, people are registered who are going to be the ones that are being vaccinated, and so forth. So the bank has been, I know, an extremely important player and partner in the endeavor to make sure that countries are able to access and to deliver vaccines to their populations. Thank you very much, Dr. Moeti. Je vais me tourner maintenant vers Monsieur le ministre. J'ai une question de Nita Bala de Thomson Reuters Foundation. La question, Monsieur le ministre, est-ce que vous me recevez bien? Monsieur le ministre? Monsieur le ministre, est-ce que... Monsieur le ministre, vous pouvez allumer votre micro pour voir si vous me recevez bien? Monsieur le ministre Ngundimba, vous me receviez? Vous me recevez bien? Alors, j'ai une question pour vous qui s'adresse à vous. Alors, la question est la suivante. À quel type de rumeurs est-ce que vous êtes confronté en Côte d'Ivoire? Quel type d'intox, d'informations vous êtes confronté? Est-ce que vous avez des exemples de ce type de fake news, comme on les appelle? Est-ce qu'il y a des populations, des groupes de populations qui sont plus particulièrement hésitantes à la vaccination, qui hésitent à se faire vacciner? Donc, quel type de rumeurs vous êtes confrontés? Et est-ce qu'il y a des groupes de population qui sont plus résistants à la vaccination, qui sont plus hésitants? Oui, alors je voudrais dire que... Il y a beaucoup d'écho, Monsieur le ministre.
Et maintenant, le micro est coupé. Vous m'entendez? Oui, mais il y a beaucoup d'écho. Il y a beaucoup d'écho. Peut-être qu'il y a des micros qui sont allumés. Et le micro est fermé, Monsieur le ministre. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ok. Donc, les rumeurs que nous avons dans notre pays sont les rumeurs habituelles. Hein. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, les gens sont très branchés sur les réseaux sociaux. Ce qui est partagé en Europe, comme ici en Afrique, donc l'histoire des puces qu'on va injecter donc, dans les personnes, l'histoire donc des maladies, là, donc avec les thromboses, etc. Donc, je pense que c'est tout ça qui a d'abord fait reculer la cible prioritaire pour nous, qui était donc le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité, et le personnel enseignant, au départ, nous pensons, étaient les plus exposés. Ceux-là ont été les plus réticents, puisque les premières doses ont été destinées à ces personnes-là. Voilà pourquoi, d'ailleurs, dans la campagne, nous avons, par la stratégie avancée, donc, traité particulièrement ces cibles pour que ces cibles qui doivent donner l'exemple puissent effectivement donc, adhérer à la vaccination. Donc, je pense que c'est quelque chose qui a commencé à donner des résultats, puisqu'il y a eu des débats scientifiques, techniques qui sont organisés au niveau de la télévision, donc pour battre en brèche tous les éléments donc, qui sont propagés sur les réseaux sociaux. Mais également, nous publions également les chiffres des effets secondaires donc, des personnes vaccinées qui sont donc des effets secondaires mineurs. Et même quand il y a eu quelques cas qui ont été traités, donc on explique qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ces choses ont eu lieu. Donc, ça a rassuré davantage le personnel santé, également les forces de l'ordre et de sécurité. Et en allant à proximité des écoles, ça nous a permis non seulement de vacciner les enseignants qui peut-être du manque de temps pour venir sur nos sites fixes, mais également lorsqu'on a fait l'extension de la cible jusqu'à 18 ans, ça a permis donc de prendre les élèves au-delà de 18 ans. Et ça a permis de booster donc, la vaccination. Mais une chose aussi, c'est que lorsque les enfants et les élèves sont bien renseignés, à travers une sensibilisation à domicile, donc leurs parents, et ça a été donc quelque chose de très important de passer par ces canaux-là. Est-ce que vous m'avez entendu? Oui, oui, je vous ai entendu. Merci infiniment, Monsieur le ministre. Je vais donner la parole à Eniola. Eniola, are you online? Are you on the call? Eniola. Yes, I can. Can you hear me? Yes, you have the floor. Okay. My first question is to Dr. Moeti. Nigeria has suspended Twitter, which is a major source of information for COVID-19 vaccination campaign. And WHO Nigeria hasn't tweeted in nearly a week. So will this not affect WHO's campaign drive, since approximately 40 million Nigerians use Twitter? And the second question is to Mrs. Foster, or Ms. Foster, sorry. The Nigerian government says Facebook, Instagram, and WhatsApp will have to register in Nigeria in order to continue operating. So how will Facebook effectively push the COVID-19 campaign in Nigeria when it currently risks suspension? So will Facebook be registering in Nigeria? Those are my two questions. Thank you very much. Thank you for that question. Well, I mean, of course, the Nigerian government had its reasons for taking this action that it has taken. And I think it is for us to
find ways to continue the work that we are doing in the current context. So there are other means of communicating. I think our duty is to adjust to situations as they arise and make the best efforts possible to find means to continue to be in contact with people, to communicate with them in other ways, and to then anticipate that the issues that have arisen to give rise to this action will be resolved, and that all the tools that are needed and that can be useful for disseminating on a continuous basis information to our communities can be at our disposal. For sure, our colleagues in Nigeria and others will adapt, adjust, and expect and hope that matters will be resolved in such a way that whatever tool is at our disposition can be used to the fullest extent so that people get the correct information at the right times, and we can make progress in terms of our ambitions to vaccinate everybody and stop the COVID-19 pandemic. Thank you very much, Dr. Moeti. Fiona, I have a question for you from Pamela Kumba, Channel Africa Radio. Fiona, several African countries use less than 50% of the doses that are received. There is a risk, therefore, that these doses may expire. Why are they so late? And what do you do with the expired vaccines? Thank you very much, Elizabeth. That's an excellent question. So WHO at the African regional level, we are running daily and weekly trend analysis on how the uptake of these vaccines. So, and we do flag to countries, any country that could get their vaccines expired, we do flag to them that these vaccines are at risk. Why have they delayed? We know that some countries, like Dr. Moeti mentioned, we still have hesitance in some countries. We saw vaccines arrive in some countries that were not yet ready for implementation. So they had a delayed start, and that affects this expiry. Every day lost on a 6-month expiry is such a big loss. We also have countries that do not have funds to operationally roll out these vaccines. They arrive in the capital city, but to take them down to the lower levels, that we also saw that in countries, and we are supporting countries, and you saw many donors like the World Bank, Afrexim Bank, many donors have also come up to do this, to support them. So what do we do with expired doses? Right now, the only doses we had expire were those that expired in April, and we all know what happened in April. But right now, we do not yet have any other doses that have expired. And as we run this trend analysis, we reach out to countries and support them. That's how also Cote d'Ivoire, and I'm glad that the minister is here, came out of a risk country. We were really worried that vaccines would expire in Cote d'Ivoire. But we've now seen Cote d'Ivoire move from a very high-risk country to a country that has excelled in the rollout of vaccines. So we are supporting these countries financially, technically, and in all ways to ensure that they roll out their vaccines before the expiry date. We know the expiry dates of all vaccines in all countries, and we are trying to do our level best to ensure that they don't expire. One of the other things that you've seen us do through the COVAX facility is redistribution of any doses that are at risk of expiry. This is not ideal, but if the worst comes to the worst and we are pushed to the wall, we will redistribute doses in order to save them from expiry. Expired doses can only be destroyed. They cannot be used in the arms of people. So that's the issue we have, and we are doing our level best to ensure that they don't expire. Thank you very much, Fiona. I realize I didn't let Ms. Foster reply to Eniola's question. So Ms. Foster, would you like to answer now to this question put to you by Eniola? Yes, I'd like to respond to it, but mostly that, my focus area is within health partnerships. And so I'm going to have to actually refer Eniola to our policy team, and they can reach out to the policy team at press@fb.com, and it should be communicated in the chat as well. So thank you, Eniola. Thank you very much. So I have a question from Chantal Srivastava from Radio Canada. Pour le ministre and for Dr. Moeti.
So the question is in French and says, vu les inéquités dans l'approvisionnement en vaccins, est-ce que vous avez un message pour les auditeurs du Canada qui ont accès au vaccin et se font vacciner en grand nombre? Pourquoi est-il important de se préoccuper du succès des campagnes de vaccination en Afrique et ailleurs dans le monde, et pas uniquement chez soi au Canada? Bon, je crois que je vais laisser Monsieur le ministre commencer à répondre à cette question. Peut-être je peux compléter. Oui, je n'ai pas bien compris parce que si au Canada, ils ont suffisamment de vaccins qui se vaccinent, notre souhait, c'est qu'en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, depuis que nous avons commencé donc, cette sensibilisation avec l'intensification, la sensibilisation de proximité, c'est de disposer également de vaccins pour que nous puissions vacciner ceux qui font la demande. Alors, je n'ai pas bien compris la question, donc si peut vraiment me répéter cette question pour que je puisse comprendre ce qu'il veut dire. Mais en réalité, nous, on se préoccupe de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mais on veut savoir également ce qui se passe dans les autres pays pour tirer les leçons des bonnes pratiques. Et c'est un peu ça aussi l'intérêt de cette plateforme qui permet d'échanger sur ce qui se passe dans les autres pays. Mais, si je peux expliquer un tout petit peu la question telle que je l'ai comprise, c'est que les pays avancés comme le Canada se font vacciner et égoïstement ne pensent pas que les autres ont besoin aussi de se faire vacciner et ne se préoccupent pas du fait que les campagnes dans les pays d'Afrique réussissent ou pas, du moment que eux, ils arrivent à se faire vacciner. Donc, c'est un tout petit peu une question sur l'équité dans la vaccination. Ah oui, non, oui, absolument. Je pense que ce que nous devons tous comprendre, c'est que la pandémie, quand elle a commencé en Chine. Mais elle a évolué très vite pour arriver en Europe et s'est répandue à travers tout le monde entier. Donc, si on se vaccine au Canada et que les autres pays ne sont pas vaccinés, je ne suis pas sûr que le Canada pourra être à l'abri pendant longtemps de l'usage de cette maladie. Donc, moi, je pense que j'appelle à la solidarité sanitaire pour que nous tous nous puissions préserver cette pandémie et reprendre des activités économiques dans le monde. Donc, je ne pense pas qu'il s'agit donc de jouer pour son pays et de ne pas vraiment s'ouvrir à ce qui se passe à l'extérieur. Surtout qu'en le faisant, on n'est pas sûr que la maladie va s'estomper de cette façon. Et je pense qu'un pays comme le Canada qui a les moyens donc, de s'offrir des vaccins doit penser aussi aux autres pays pour que nous puissions être tous préservés donc, et reprendre dans nos activités. Merci, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Dr. Moiti, you wanted to add on to the... Yes. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je suis tout à fait d'accord avec vous. So if I may add a note, just a couple of points. Of course, we hope for solidarity. You know, many of the countries concerned have this as part of their principles of partnership at the global level. So we also hope that this will translate to their sharing doses sooner rather than later. And we recognize that this is a new virus which is mutating constantly and producing variants, some of which are more resistant to vaccines. So we would also like to point out that there's a certain element of wise self-interest in sharing vaccines so that we vaccinate everybody at the same time and we do not give the virus the opportunity to continue to be transmitted between people, and mutations may arise, which may in the end necessitate the development of new vaccines. So thus, if you like, negating the gain of all the effort, all the investment that's been made in vaccinating people now. So we hope for that as well from at the global level. And then if I can say something to the people of the countries as well, you know, I've worked a lot in HIV/AIDS. I worked in HIV/AIDS at the time when African people could not afford to buy antiretroviral medicines. And one of the strongest forces for
changing policies of the pharmaceutical companies in terms of pricing and making this available, were the people, were not just the political leaders, were the populations that that made their voices heard very loudly, particularly people living with HIV and others. So we hope that the populations of wealthy countries will also, one, in solidarity, and two, not wanting to see variants emerge that may negate what's been done to vaccinate them, also add their voice to their leaders around the issue of dose sharing. That's what I'd like to add. Thank you very much, Dr. Moeti. Oh, Mike, Mike, are you on the call now? Mike Mwaniki, you can ask your question. Mike, are you on the call? Are you there? Okay, this is Mike's question to Dr. Fiona. How will WHO assist in ensuring that all those who receive the first dose will get the second dose on time? Thank you very much, Elizabeth. And I'll start by reassuring our dear journalists and letting them know that we are not sleeping. Actually, people are working day and night to ensure that we get second doses for people who got first doses, not only second doses for people who got first doses, but doses for more people on the continent. So that said, what is WHO doing? I'm sure you've heard our Director General and Regional Director on several occasions call out for richer countries to donate their surplus doses to Africa, to poorer countries, if I may say. But when we say that, we are talking of majorly Southeast Asia and Sub-Saharan Africa. So we are pushing and advocating and lobbying for more doses for wealthier countries to share their doses. That's one. And as you have seen, France has already come through. We are seeing a number of countries come through. The donations, as the regional director mentioned, are coming through. We are starting to see things turn around, and we think that things are going to get better. That aside, through the COVAX facility, WHO is also working together with the COVAX facility, Gavi and CEPI, to increase the manufacturing capacity of the existing manufacturers, but also to increase the number of sites that could manufacture extra doses. On top of that, we are also carrying out studies and following up studies of vaccine interchangeability. Are we able to match and mix different vaccines? If we are not able to get the second doses right in time for people who require them, are we able to change these doses? We know that we have information from a few studies from Germany and from the UK and Spain that have shown us that, for example, somebody who has taken a first dose of AstraZeneca can now use second dose as Pfizer, and this has shown high efficacy and high effectiveness even with people who have used just the AstraZeneca. So we are following up a number of those studies and launching multiple of those to see that we get extra doses or extra vaccine to help people ensure that they complete their schedules. But also on top of that, you know that on a daily basis, we are reviewing the data from different manufacturers of the number of vaccines that are in the pipeline for study, and WHO has so far increased the number of vaccines that have been approved for emergency use listing. So we are increasing the number of vaccines in the basket that communities and populations can access. Again, to let you know that nobody is sleeping on the job. We are doing our very best to ensure that people get not only their first dose, but also their second doses on time. Thank you, Elizabeth. Thank you very much, Fiona, for this comprehensive response. Monsieur le ministre, j'ai une question du Figaro. Est-ce que vous me recevez? Monsieur le ministre? J'ai une question de Stéphanie Gardier du Figaro. Est-ce que vous m'entendez? Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez allumer votre micro pour voir si vous m'entendez bien? Je vous entends. Très bien. Alors, j'ai une question de Stéphanie Gardier du Figaro. Vous avez dit tout à l'heure que vous alliez à la rencontre des populations, notamment dans les lycées, et les universités également, c'est ce que vous aviez dit tout à l'heure. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, vacciner les jeunes est une priorité? Oui, déjà, quand on prend la structure de la population, les jeunes constituent une masse importante de la population.
C'est vrai qu'au départ, lorsque nous avons démarré les activités de vaccination, nous sommes focalisés sur la sécurité, c'était donc ceux qui étaient les plus exposés, donc le personnel soignant, les enseignants, les forces de défense et de sécurité. Et très vite, on s'est rendu compte que les jeunes au-delà de 18 ans pouvaient également participer donc, à cette vaccination. Et comme sont les plus nombreux et ceux qui sont donc, les plus mobiles, donc, et également donc, ont été plus en compte. Quand je prends aujourd'hui le niveau atteint, effectivement, la base de population donc, entre 18 et 49 ans, le plus grand nombre de vaccinés, autour de 212 000 personnes vaccinées à ce jour. Donc, je pense que c'est important de mettre des jeunes, mais en même temps, les jeunes sont des vecteurs, c'est eux qui sont très actifs sur les réseaux sociaux, c'est eux qui donnent la plupart des informations à leurs parents. Donc, une fois qu'on arrive à faire adhérer les jeunes, le reste de la population peut participer et c'est ce qui est en train de se faire. Donc, ça, c'était très important. Je voudrais donc profiter donc, de cette question pour faire un plaidoyer. Aujourd'hui, la difficulté qu'on a, c'est surtout l'accessibilité au vaccin. Quand je prends globalement, je crois que la Patrice a dit, en Afrique, on a moins de 2% de la population qui ont droit au vaccin. Mais de plus en plus, on constate qu'avec ce qui se passe au niveau mondial, le renchérissement, donc, du coup, va même mettre certains pays en dehors du système, donc hors programme sécurité. Donc, il faut vraiment que le plaidoyer important qu'on doit faire, c'est qu'il y ait plus d'équité dans la distribution des vaccins, surtout que cette maladie n'est pas dans un pays. Et c'est quelque chose qui circule donc avec des variants qui peuvent venir demain si l'Afrique est mal traitée et qui vont encore contaminer le pays. Donc, je pense qu'il faut vraiment que cette plateforme des instances qui gèrent ces questions-là, donc veille à ce que le vaccin soit équitablement réparti, que dans les meilleurs délais, l'ensemble des pays s'unissent pour que nous puissions reprendre la vie normale dans tous les pays du monde. Merci infiniment, Monsieur le ministre. Nous sommes parvenus au terme de notre conférence de presse. So we are getting to the end of this press conference. I would like our last panelists to say a final word. And I would like to start with Dr. Moeti. And Dr. Moeti, while wrapping up, I would like you to answer the following question from Asahi Shinbu, from Yuji Endo from the Asahi Shinbu newsletter. Dr. Moeti, is there any concern about other infectious diseases like malaria, TB, etc. in Africa that would be worsened due to the COVID-19 pandemic? In particular, if this is the case, in which country is it in particular? And which infectious disease is of particular concern and why? And if you'd like to answer this question while wrapping up, that will be able to answer a last question from a journalist. Thank you. Okay, thank you very much for that question. I think the main concern with other infectious diseases and other health problems is around, if you like, the focus on COVID-19, the capacity to continue the work of prevention and treatment for infectious diseases like malaria, for example, while addressing the huge needs of the COVID-19 pandemic, including vaccination. So we have noticed that there has been a drop in the delivery and access to certain critical services, including childhood vaccination. So for example, if that happens, we could start to see even more outbreaks of diseases like measles than we are seeing already. There's been an ongoing outbreak of measles in the Democratic Republic of the Congo, for example, which simply complicates the situation then in dealing with both of this. So we had, in fact, before coming here, I was at an event around malaria. We are very concerned about the stagnation in impact on malaria on the continent, which can only have been exacerbated by the COVID-19. And the response there is to really make sure that we don't allow that to happen, that we use the COVID-19, including some of the resources, some of the energy generated to address
other infectious diseases, so we do not then have that unwanted impact of COVID-19. We're doing that as well about other health problems, ensuring women have access to family planning, for example, making sure that mothers are being safely delivered where they should be, and very importantly, that people with chronic diseases like diabetes, which are linked to vulnerability to severe forms of COVID-19, also get access to the services that they need. Having said that, I'd like to end by very much thanking my fellow panelists. Monsieur le Ministre, merci beaucoup de nous avoir joints aujourd'hui. Félicitations pour tout ce que vous êtes en train de faire en Côte d'Ivoire. And I'd like to thank very much our colleague and partner, Ms. Foster, who got up at such a horrendously early hour of the morning to join us. And just end by saying, we are going through a challenging moment in terms of access to vaccines. We are starting to see some momentum, and very encouraging momentum, with some wealthy countries that have made a lot of progress in vaccinating their populations, sharing doses. We just would like to encourage that this is urgent, that the announcements of intentions to share doses need to translate into action urgently if we're going to benefit from the work that has initially been done in delivering first doses to African people. And then finally, to our African brethren, colleagues, governments, to say that let's use this delay, this reversal, as an opportunity to really fine-tune our planning, to learn from those countries. You know, we saw that Côte d'Ivoire started off slowly, changed their strategy, and speeded up the delivery. We'd like to see that happening in other countries in terms of the planning. Plan right down to the last detail, learn the lessons. Money needs to be there to reach the last person who has to vaccinate a person, mobilize the capacities that are needed, and then very importantly, then do the work of informing the public so that they are there queuing, waiting, eagerly wanting to be vaccinated. This is what we need when we actually get the vaccines, which I am optimistic is coming, is going to happen. Thank you very much, everyone. Thank you, Dr. Moeti, for the words of optimism. Now I'll turn to Ms. Foster for a final word. Yes, I'll keep it short because I know we're running over time a little bit, but I wanted to actually, again, thank the panelists, for the opportunity to speak today. I think, we have so much to learn from the campaigns and activities that we've done to date. And I want to echo Dr. Moeti of we are moving into this next phase. And a lot of that is going to be learning from what we've done before and applying it. And that is going to be a continued amplification of trusted messaging across our platform to reduce vaccine hesitancy. And so I'm looking forward to kind of this next phase and to continue beyond that. So thank you. Thank you. Thank you very much for joining us so early in the morning. Of course. Je me tourne maintenant vers Monsieur le Ministre pour un dernier mot pour conclure. Je voudrais donc remercier l'OMS pour cette belle opportunité qui nous a été donnée d'échanger avec les autres pays et l'OMS. Mais surtout dire que nous avons été heureux d'avoir pu bénéficier des premières doses à travers l'initiative COVAX. Et notre souhait, c'est vraiment donc, ce mécanisme qui est un mécanisme important pour les pays africains, mais qui a été évolué par la pandémie, non seulement économiquement, mais sur des points importants de l'économie. Et aujourd'hui, la vaccination est pour nous une opportunité pour revenir à la normalité. Donc, les pays déjà s'organisent pour prendre en charge la logistique nécessaire, faire la sensibilisation. Ce qui serait dommage, ce serait de ne pas pouvoir disposer des vaccins et surtout faire face à des coûts plus élevés du vaccin que nos économies ne pourront pas supporter. Donc, je voudrais vraiment demander que l'OMS et les autres pays vraiment jouent leur atout pour permettre aux pays africains d'avoir accès au vaccin et donc de vacciner leur population, que les économies reprennent, parce que sinon c'est la pauvreté qui va s'installer. Et on passera donc encore plusieurs années donc, à lutter pour ramener donc, ces pays qui ont toujours commencé à reprendre le chemin du développement.
C'est vrai que la pandémie a fait que quelquefois certaines pathologies et certaines maladies infectieuses ont été mises un peu à l'écart, mais je pense qu'également là-dessus, il faut regarder ce qu'on peut faire pour ne pas que après la COVID, ce soit dans d'autres pathologies qui prennent vraiment le pas. Et à ce niveau-là également, nous devons pencher pour chaque pays donc, sur certaines maladies infectieuses là, qui commencent donc à devenir un peu endémiques. Et je pense que c'est une réflexion qu'il faut. En tout cas, merci pour ces échanges. Et nous espérons qu'à partir de ce FPI, nous allons pouvoir donc, aller au terme de la vaccination dans nos pays, comme c'est déjà le cas dans certains pays. Merci. Merci infiniment, Monsieur le Ministre, d'avoir rehaussé de votre présence cette conférence de presse virtuelle. Ladies and gentlemen of the press, for Francophone reporters, our experts, Dr. Tierno and Dr. Gitson Paluku, routine immunization officer, will stay on the line for a few more minutes to answer questions in French. Mesdames et messieurs les journalistes francophones, nous avons les experts Dr. Tierno et Dr. Gitson Paluku qui resteront après en ligne pour répondre aux questions en français. Donc, les reporters et les journalistes francophones, veuillez rester après cette conférence de presse, restez en ligne si vous avez des questions en français. Thank you to all, and let's continue with this sensitization, and everybody please get vaccinated. Thank you very much. Have a nice day. See you next time. Bye. Bonjour à tous. Merci aux journalistes francophones qui sont restés avec nous pour cette partie entièrement en français de la conférence de presse. Comme il a été dit, nous avons deux experts de l'OMS Afrique avec nous aujourd'hui. Dr Gilson Paluku, qui pourra répondre plus précisément aux questions concernant les vaccins, et le docteur Tierno Baldé, qui est le responsable des partenariats opérationnels. Docteur Baldé, je voudrais commencer avec vous avec une question de Claire Fagès de RFI. La question est un peu longue, je vous la lis. Dans une interview, le docteur Abdou Salam Gueye, qui est donc le directeur régional des opérations d'urgence à l'OMS, dit que le nombre total de décès excédentaires attribuables à la Covid, donc à la pandémie, s'élève à au moins 3 millions en 2020. Mais selon l'Institut de la mesure de la santé, de Seattle, le nombre de décès en Afrique est 3 à 4 fois supérieur aux données rapportées. La question est celle-ci. À part les décès qui sont réellement directement dus à la Covid, de quels décès attribuables parle-t-on? Est-ce qu'il s'agit de prendre en compte tous les décès qui sont liés aux conséquences économiques de la pandémie? S'il y a vraiment une sous-évaluation de ces décès, est-ce que c'est spécifique à l'Afrique ou est-ce que c'est le cas partout dans le monde? Merci beaucoup. Merci pour la question et j'espère que vous m'entendez. On vous entend très bien, allez-y. Excellent, merci beaucoup. Donc, je vais peut-être commencer à répondre à cette question-là par le dernier point qui a été soulevé. Donc, la composante un peu de la sous-estimation des décès liés donc au COVID-19. C'est une réalité qui existe, c'est une réalité qui existe en Afrique, mais qui existe aussi dans les autres régions du monde, comme vous le savez. Donc, il y a beaucoup de cas, évidemment, qu'on n'a pas comptabilisés et que beaucoup de pays sont actuellement en train donc, de récomptabiliser à nouveau. Donc, cette sous-estimation du nombre de cas et de décès de COVID-19 n'est pas une particularité en Afrique. C'est sûr et certain que les capacités relativement limitées de surveillance que nous avons dans notre région pourrait nous faire croire que donc cette sous-estimation elle est beaucoup plus importante. Maintenant, il y a des définitions, on est quand même, quand on parle au nom de l'Organisation mondiale de la santé, qui est une organisation normative, il y a des définitions donc de cas pour les cas donc de COVID-19. Comment est-ce qu'on compte les décès donc liés au COVID-19? Et généralement, donc, dans une logique de surveillance épidémiologique, donc avec toute la rigueur scientifique qu'il faut, il va falloir donc compter des cas qui sont dus donc au COVID-19, qui attribuables au COVID-19, là où en fait on les compte pour des cas qui ont été confirmés ou bien des cas probables donc de COVID-19, et qu'aucune
autre cause, en fait, vraiment ne puisse venir expliquer ce décès-là. Donc, c'est de cette façon que normalement, on compte dans une logique de surveillance épidémiologique les cas ou bien donc les décès liés à la COVID-19. Donc, une fois de plus, je crois que clairement, il y a une sous-estimation aujourd'hui donc du nombre de décès qui s'est passé. Mais en même temps aussi, il faut aussi être très, très clair. Nous n'avons pas vu aussi un nombre important donc de cimetières qui sont bondés comme on a vu dans d'autres régions donc, du monde ou des enterrements massifs qui se sont passés donc, dans notre région. Et vous savez, socialement en Afrique ici, quand même, les décès, c'est des événements socio-culturels très, très, très importants. Donc, si on voyait une tendance absolument majeure, totalement inexplicable donc, de nombre de décès de COVID-19, je pense que ça se serait reçu. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il faut faire une balance entre les deux. Oui, il y a une sous-estimation des cas, mais en même temps aussi, on n'est pas dans un phénomène qui est totalement incontrôlé ou bien totalement dévastateur qu'on n'aurait pas pu constater. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Dr Baldé. J'ai maintenant une question pour Dr Paluku, une question de Stéphanie Gardier du Figaro, qui demande si le problème de défiance vis-à-vis des vaccins en Afrique, est-ce qu'il serait lié à l'envoi principalement de doses de vaccins AstraZeneca via le COVAX. Elle demande aussi quelle est la part des vaccins russes et chinois sur le continent. Votre micro est éteint, docteur. Merci beaucoup, Monsieur Vincent, pour cette pertinente question. Ce que je dois d'abord dire par rapport au vaccin AstraZeneca, vous allez voir qu'en Afrique, quand on considère les sources de vaccination, c'est les pays africains s'approvisionnent à travers le mécanisme AVAT, qui est un mécanisme mis en place par l'Union africaine, et à travers la coopération bilatérale. Alors, vous allez voir que par rapport aux vaccins reçus globalement en Afrique, on a administré 34 millions, presque 35 millions de doses. Et sur les 35 millions de doses, il y a à peu près 14 millions avec les vaccins COVAX. Or, les vaccins COVAX sont essentiellement, en Afrique, c'est des vaccins AstraZeneca. Alors, c'est vrai qu'en Afrique, il y a parfois de méfiance, mais qui ne sont pas dirigés vers un type de vaccin ou vers une plateforme bien déterminée. Le problème des rumeurs et d'infodémie concerne globalement l'ensemble des vaccins. Il n'y a pas un vaccin particulier. Il y a eu un problème à un moment donné avec le vaccin AstraZeneca à cause de la presse qui avait relayé les problèmes relatifs à la thrombose avec le syndrome thrombocytopénique. Par exemple, la RDC avait retardé le lancement de ce vaccin. Donc, en résumé, il n'y a pas une méfiance envers un vaccin bien déterminé, mais les rumeurs concernent, quand il y a des rumeurs, elles concernent l'ensemble des vaccins. Et il n'y a pas de rumeurs ou de défiance envers une plateforme bien déterminée. En ce qui concerne les vaccins chinois ou russes, je vous ai dit qu'il y a 3 sources de vaccins. Donc, le mécanisme COVAX, vous avez l'Union africaine et vous avez la coopération bilatérale. La plupart de vaccins chinois ou russes viennent de la coopération bilatérale. C'est l'exemple du Gabon, du Congo, je ne vais pas citer tous les pays, la Guinée équatoriale, l'Angola, etc. Ils ont reçu, et ce n'est pas exclusif, hein, les pays reçoivent COVAX et dans le cadre des coopérations. Donc, ces vaccins viennent de... Et lorsqu'on regarde globalement, je ne dis pas que ce sont seulement les vaccins, les nombres de doses administrées à travers cette coopération bilatérale, c'est autour de 20 millions de doses. Il n'y a pas que les vaccins chinois là-dedans, mais tous les vaccins chinois et russes ont été reçus à travers ce mécanisme. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Monsieur Vincent, une question vraiment pertinente à vous.
Merci beaucoup. Écoutez, toujours pour vous, Dr Paluku, avec une autre question pertinente, cette fois-ci de Essouli Diedou de West Africa Democracy Radio, qui nous dit ceci. Dimanche ou lundi dernier, l'OMS a demandé aux laboratoires de partager 50% de leurs vaccins avec le COVAX. Est-ce que cette demande n'est pas un peu difficile à satisfaire? Et quels sont les moyens dont dispose l'OMS pour convaincre ou amener ces laboratoires à collaborer? OK, merci. Comme vous l'avez dit, c'est encore une question vraiment pertinente. Je crois que l'OMS est un organe technique et ne peut qu'utiliser des arguments techniques. Sur le plan technique, il s'agit d'une pandémie. Et dans un premier temps, l'objectif est de réduire les cas graves. Les cas graves, c'est-à-dire les cas qui nécessitent une hospitalisation. Et comme vous le savez, c'est parmi les cas qui nécessitent des hospitalisations qu'il y a des décès. C'est pour ça que l'OMS a priorisé des groupes tels que les personnels de santé, les personnels âgés et les personnels avec comorbidité. Et les études ont montré que s'il y avait une répartition équitable de vaccins, c'est-à-dire qui prend en compte les pays à haut revenu, les pays à moyen revenu et les pays pauvres, on pourrait réduire les décès dus au COVID de 6 sur 10. Par contre, si on se focalise seulement, si tous les vaccins vont vers les pays à haut revenu, cette réduction ne serait que de moitié. Donc, le premier argument technique, c'est vraiment qu'on passe par ce mécanisme qui permet accès aux vaccins à tout le monde, y compris les pauvres, pour avoir un impact sur l'hospitalisation et sur les décès dus au COVID. Alors, le deuxième argument, il s'agit d'une pandémie. Alors, comme il s'agit d'une pandémie, vous ne pouvez pas l'arrêter avec des actions. Bien sûr, il n'y a pas que la vaccination, il y a les autres mesures barrières qu'il faut prendre en compte. Donc, vous ne pouvez pas arrêter la transmission seulement en agissant dans certains pays. Il faut agir simultanément au même moment dans tous les pays. Et comme vous le savez, même si vous agissez bien, si les virus continuent à circuler dans d'autres pays, et comme vous savez que c'est le fait de circulation longue de virus qui entraîne des mutations, et ces mutations entraînent des variants, et c'est pourri que parmi les variants, on trouve de virus qui deviennent beaucoup plus transmissibles, beaucoup plus virulents et échappent aux vaccins qui sont disponibles. Ce qui fait que ça peut remettre en cause le travail qui a été fait dans ces pays, d'où l'intérêt d'agir dans tous les pays au même moment. Donc voilà, comme je dis, l'OMS étant un organe technique ne peut qu'utiliser ces arguments techniques pour qu'il y ait une répartition équitable de vaccins. À vous. Merci beaucoup, docteur. Ça me permet de faire le lien avec une autre question qui est cette fois-ci adressée au docteur Baldé, une question de Fabien Deglise qui travaille donc pour le quotidien canadien Le Devoir et qui demande qu'est-ce que les pays du G7 devraient faire dès maintenant pour aider le reste du monde à obtenir des vaccins en nombre suffisant. Merci pour la question. Je pense que notre directrice régionale a bel et bien répondu donc à cette question-là et donc c'est encourager véritablement cette solidarité-là mondiale et internationale afin de pouvoir avoir vraiment la quantité requise de vaccins pour toutes les populations parce que comme on le dit très souvent, tant que tout le monde n'est pas vraiment vacciné, tant que tout le monde n'est pas assuré d'avoir l'immunité nécessaire, il est difficile qu'il y ait une immunité collective donc qui soit créée. Donc définitivement, je crois que ces efforts-là ont commencé avec certains pays comme la France, comme les États-Unis. Nous encourageons véritablement tous les pays, donc tous les grands pays qui disposent donc de ces vaccins-là, de pouvoir planifier, organiser donc une répartition beaucoup plus équitable. Et une fois de plus, je voudrais peut-être faire l'écho donc des propos de notre directrice régionale qui a donné cet exemple-là donc de l'engagement des organisations de la société civile pour qu'elles puissent donc faire cet appui-là donc auprès des pays, mais aussi la société civile aussi africaine pour qu'elle puisse donc demander beaucoup plus donc aux différents gouvernements de faire un effort substantiel accru encore pour pouvoir avoir accès à ces différents vaccins-là. Ce qui est aussi, je pense, important et
positif à noter, c'est que cette pandémie-là aussi a quand même réussi à mettre les problématiques de santé publique au sommet des agendas donc, politiques aussi. Donc ça, c'est un fait qui est indéniable. Donc, comment profiter de ce momentum-là pour pouvoir faire appel à la société civile donc africaine, aux sociétés civiles dans les pays donc, qui sont développés, afin que tout ceci soit vu comme étant un bien commun et qu'il soit partagé de façon assez équitable pour pouvoir nous offrir donc cette sécurité sanitaire dont on a tant besoin. Donc, véritablement, c'est vraiment un appel que nous faisons ici, là, donc à toutes ces différentes organisations-là, aux populations, donc autant dans ces pays qui sont avancés que dans nos pays aussi qui sont moins avancés, donc pour qu'il y ait une voie commune et pour pouvoir obtenir vraiment les ressources, les vaccins, les médicaments qu'il faut afin de pouvoir donc juguler cette pandémie-là et pourquoi pas les autres pandémies aussi qu'on sait qui vont arriver, les autres enjeux de santé publique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Baldé. Je me tourne de nouveau vers Dr Paluku avec cette question, finalement, qu'on est nombreux à se poser. Vu le manque de doses de vaccins dans énormément de pays en Afrique, que va-t-il se passer si les personnes qui ont déjà reçu leur première dose, tout simplement, ne peuvent pas recevoir leur deuxième dose au moment où elles le devraient? OK, merci, merci pour la question. Comme je vous l'ai dit, par exemple, dans le cas de COVAX, la plupart de vaccins sont des vaccins AstraZeneca, si pas tous, mais je dis tous les vaccins presque dans le cas de COVAX viennent d'AstraZeneca. Donc, il a été, comme vous le savez, l'intervalle entre les 2 doses pour AstraZeneca, c'est entre 8 semaines et 12 semaines. Mais des études en cours ont montré qu'on peut aller au-delà de 16 semaines. Et d'ailleurs, il y a l'ESSEJ qui est en train de travailler dessus pour voir quel serait l'intervalle le plus long entre 2 doses de vaccin. Pour l'instant, ce qui est recommandé, même si on va au-delà de 12 semaines qui est prévu entre les 2 doses d'AstraZeneca, il ne faudra pas reprendre la vaccination, mais la première dose serait, la deuxième dose pourrait se prendre au-delà de ces 12 semaines. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est vrai que la première dose ne protège pas suffisamment, mais elle donne une certaine efficacité. Donc, en résumé, dans les règles, il faut 8 à 12 semaines entre les 2 vaccins, mais déjà, il y a des études qui montrent qu'on peut aller au-delà, pour ce qui concerne AstraZeneca, au-delà de ces 12 semaines. L'OMS est en train de rassembler les évidences pour faire une recommandation, probablement, pour élargir, pour dire qu'on ira au-delà de ces 12 semaines. Donc, cela est en train d'être pris en compte pour anticiper par exemple, une rupture des vaccins sur un terme beaucoup plus long que l'intervalle qui a été prescrit. À vous. Merci, docteur. Je voudrais rester avec vous. J'ai une dernière question pour vous de Chantal Srivastava de Radio-Canada. Dans quelle mesure est-ce que la lutte contre la COVID-19 en Afrique passe-t-elle par les vaccins? Autrement dit, est-ce qu'il est possible de s'en sortir sans vaccin? Merci. D'abord, il faut se dire que le vaccin seul n'est pas le mécanisme de lutte. Il faut d'abord prendre les mesures barrières. Et ça doit être clair. Toutes les mesures barrières doivent aller concomitamment avec la vaccination. Donc, ça doit être clair d'abord que les mesures barrières doivent se poursuivre, plus la vaccination. Alors, l'avantage, si toutes ces mesures sont mises en place, cela va certainement contribuer à réduire la transmission de virus et donc à réduire aussi la survenue de variants. Et donc, cela pourrait, dans une certaine mesure,
contribuer à la réduction de cette pandémie. Donc, en résumé, il faut vraiment poursuivre toutes les mesures, y compris la vaccination, pour une meilleure lutte contre cette pandémie. Non seulement toutes les mesures, mais comme je l'ai dit plus haut, et toutes ces mesures doivent être élargies dans le monde entier, dans tous les pays du monde entier, mais au sein des pays, au niveau, à tous les niveaux, donc jusqu'au niveau communautaire. Donc, c'est ça qui va nous permettre de commencer à voir le bout du tunnel. À vous. Merci énormément. Et donc, la dernière question sera pour Dr Tierno Baldé. Et c'est une question de Constance Mananga de la radio-télévision nationale congolaise qui demande pourquoi est-ce que dans les pays occidentaux où le corona a fait énormément de ravages, on est en train d'alléger toutes les mesures, alors qu'en Afrique, on nous demande au contraire de renforcer ces mesures, de porter le masque et de respecter des couvre-feux. Pourquoi ce décalage ? Il s'explique tout simplement par le fait que nous passons par des périodes différentes. Il y a eu des mois où ces pays-là étaient grandement affectés. Ils ont pris des mesures donc, pour pouvoir inverser cette tendance-là. C'est ce qui est en train d'être constaté à travers la vaccination, comme le disait mon collègue de tout à l'heure, mais aussi à travers les autres mesures de santé publique. Dans notre région ici, ce que nous sommes en train de constater actuellement, on voit une augmentation quand même assez importante due à plusieurs facteurs. Donc, des cas de COVID dans notre région qui ont commencé donc du côté de l'Afrique australe, mais aussi que nous constatons dans d'autres pays, y compris en Afrique centrale ici, mais aussi en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est absolument important et indispensable que nous puissions tous donc adhérer à ces différentes mesures-là, que les États sont en train de prendre, que nous sommes en train d'accompagner également, donc pour pouvoir limiter cette propagation importante-là. On ne veut pas avoir la même situation qui s'est passée dans d'autres régions, qu'elle se passe aussi dans notre région en Afrique ici. Là. Donc, je pense vraiment à toutes les dispositions, que ce soit donc ces mesures importantes là de restriction, de couvre-feu, aussi de port de masque, c'est des choses qui sont importantes. Tant et aussi longtemps, on n'a pas l'assurance qu'il faut donc à travers les mesures de vaccination et une efficacité opérationnelle très importante des autres activités de surveillance, de prise en charge clinique, il va nous être très, très, très difficile donc et donc avec ces autres mesures-là. Donc, pour conclure, je pense que vraiment, on aimerait tout simplement, donc, on comprend les difficultés associées donc à l'adoption de ces mesures-là, à la mise en œuvre de ces mesures-là, mais par contre, il en va de la vie, de nos vies, de la vie de nos familles, de la vie de nos communautés. Donc, le respect de ces mesures-là est quelque chose d'absolument important. Merci beaucoup et à vous. Merci beaucoup, Dr Tierno Baldé. Ce sera le mot de la fin. Merci aussi, Dr Gilson Paluku. Merci aux très nombreux journalistes francophones qui sont restés avec nous pour cette session un petit peu particulière, tout en français. Merci donc à tout le monde et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Merci beaucoup, M. Vincent. Au revoir et merci à tous les autres journalistes.